Aujourd'hui conseillère pour la maire de Paris, c'est lors de vos années en tant que collaboratrice d'élus que vous découvrez le monde politique. Un monde où règne un sexisme latent que vous dénoncerez dans une tribune parue dans le quotidien Le Monde, intitulée Pour un MeToo politique et signée par 285 femmes. Animatrice du podcast Y'a pas mort d'homme, vous revenez aujourd'hui sur le lieu de vos études à Sciences Po Rennes, où vous intervenez depuis septembre sur le thème des violences sexistes et sexuelles. Fiona Texier, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, ces derniers temps, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, vous intervenez sur plusieurs plateaux télé. Est-ce que vous vous considérez comme une porte-parole du féminisme et peut-on être un porte-parole du féminisme quand on est un homme ? En tant que collaboratrice, je n'ai pas vocation à représenter au-delà de ma propre parole puisque je ne représente personne et je n'ai pas reçu de mandat ou été investie pour porter une parole collective. Après, ce que je sais, pour avoir été collaboratrice d'élus pendant 13 ans, c'est qu'on vit dans un système où la violence du patriarcat s'exprime chaque jour et qu'à travers mon expérience, je veux faire aussi entendre un récit plus global qui touche beaucoup de femmes qui travaillent dans le monde politique. Évidemment, les hommes aussi peuvent être témoins de ce qui s'y passe, parfois même victimes de violences sexuelles eux-mêmes, même si c'est beaucoup plus rare. Et on a pu voir par le passé des figures qui se sont mobilisées pour la défense des droits des femmes, le premier et le plus célèbre étant peut-être Condorcet au moment de la Révolution française. Donc oui, c'est possible pour les hommes également de défendre les droits des femmes. Justement, vous parliez de violence. Qu'est-ce que vous pensez de la radicalité dans les luttes féministes ? La violence n'est-elle pas la seule réponse à une violence discrète et constante du patriarcat ? Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle radicalité. Le mouvement féministe, pour une certaine frange, c'est la remise en cause complète de l'ordre établi. C'est un projet de société complètement différent et c'est quasiment un projet révolutionnaire dans la tête, par exemple, des femmes qui ont fondé le mouvement de libération des femmes dans les années 70. Donc, forcément, se revendiquer Forcément, se revendiquer féministe, c'est incarner une forme de radicalité. Après, je ne pense pas que la radicalité soit systématiquement synonyme de violence, dans le sens de violence physique, par exemple. Pour moi, atteindre l'égalité des droits, c'est pas le même projet de société que de se dire qu'il faudra qu'un jour il y a autant d'hommes victimes de viol que de femmes victimes de viol. Le but n'est pas forcément d'exercer la même violence envers les hommes que celle que les hommes exercent envers les femmes, et on en revient à l'idée générale que si le machisme tue tous les jours, le féminisme n'a jamais tué personne, et pour moi c'est pas du tout un objectif. Donc, quand on évoque le féminisme, on a tendance à penser à l'opposition homme-femme, mais le féminisme, c'est aussi la relation entre les femmes en général, et donc on se demandait si la compétition entre femmes dans un milieu professionnel ou personnel participe, selon vous, à maintenir le pouvoir du patriarcat. La compétition entre les femmes, en tout cas dans le monde politique, elle est souvent organisée par des hommes, dans le sens où la compétition pour les places, par exemple les places éligibles, elle est organisée par les commissions d'investiture qui sont le plus souvent chapeautées par des hommes. Donc effectivement, ils peuvent avoir tendance à raréfier la possibilité de s'épanouir en tant que femme, ce qui fait qu'elles vont entrer en compétition les unes contre les autres. Et c'est en ça que la notion de sororité peut être extrêmement utile en politique, mais comme dans le reste de la société. La sororité, c'est l'idée de se soutenir entre femmes, entre sœurs, et donc de résister à cette injonction à la compétition entre femmes pour finalement faire bloc et accéder finalement à une plus grosse part du gâteau, puisque quand on laisse que les miettes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'embrouiller avec les autres femmes pour les miettes, alors qu'en s'unissant, on pourrait avoir le gâteau, la vraie moitié du gâteau, quoi. Concernant la femme en elle-même, son rôle dans sa vie plus personnelle, on parle souvent de la femme comme la chef de la maison. Peut-on réellement et concrètement lutter aujourd'hui contre les principes ancrés au sein de la famille, imposant à la femme le rôle de mère et de ménagère ? Je crois qu'il y a énormément de progrès à faire sur la répartition des tâches domestiques et sur tout le travail de care, notamment de soins aux enfants ou aux personnes les plus vulnérables. Il n'y a pas une progression démente aujourd'hui depuis une trentaine d'années sur ces questions-là. Et il y a même un retour en arrière qui s'est opéré avec la crise sanitaire. Après, vous posiez la question de savoir qu'est-ce que les hommes peuvent faire. Bon, ils peuvent évidemment prendre la parole, mais en fait, le plus utile, ce serait qu'ils prennent le balai et qu'ils s'investissent réellement pour s'assurer
s'assurer que le partage est fait au quotidien. C'est ça finalement le meilleur soutien, c'est d'avoir un foyer où on n'assume que 50% de la charge mentale, ce qui permet de libérer de l'espace pour aller militer, aller travailler, aller s'impliquer dans la société. En opposition avec la femme comme chef de la maison, on a toute cette mouvance autour du girl boss. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce mouvement? Imposer une sorte d'injonction à la puissance, la performance, l'ambition, la confiance en soi, ne revient-il pas à mettre trop de pression sur les épaules des femmes? Et est-ce qu'on doit en vouloir à la femme de ne pas être puissante? Alors, je partage votre avis, les femmes ont déjà beaucoup de pression sur leurs épaules. Et le féminisme et le développement personnel, ce ne sont pas des projets identiques. Et c'est vrai que moi, cette injonction à la puissance, elle me dérange parce que parfois on en vient à l'engagement féministe aussi parce qu'on a des parcours de vie difficiles et parce qu'on a des blessures et parce qu'on a été confronté à des échecs ou à des difficultés. Il y a beaucoup de femmes qui comprennent l'utilité du féminisme et y adhèrent après avoir été victimes de violences sexuelles, par exemple. Et donc l'injonction à la puissance, ce serait l'idée que finalement on ne peut pas avoir ces moments de faiblesse, on ne peut pas avoir ces moments de doute. Et ça, moi, j'ai du mal à le penser parce qu'il y a aussi ça qui unit dans le féminisme, c'est les combats et les parcours difficiles qui permettent de s'exprimer et de dialoguer dans le combat commun. Et du coup, vous travaillez donc en politique, comme on l'a dit. Est-ce que, selon vous, il existe un féminisme washing en politique? Et si oui, est-ce qu'il dessert la cause du féminisme? Alors moi, je n'ai pas d'exemple précis de cas de féminisme washing autour de moi. Peut-être qu'il y en a qui sont évidents, mais je n'en ai pas beaucoup en tête. J'ai le sentiment que, en tout cas, chez les femmes, il y a celles qui le sont vraiment et comment dire, et qui ne s'en cachent pas. Et puis, il y a celles qui ne le sont pas du tout et qui ne s'en cachent pas non plus. En fait, la tartufferie du féminisme, elle est assez vite dévoilée. Enfin, est-ce qu'on considère que quand le président de la République dit que c'est un grand féministe, mais que dans la même interview, il dit qu'il n'est pas pour l'allongement des délais pour avoir recours à une IVG? Bon, est-ce que c'est ça le féminisme washing? Enfin, en tout cas, qui est-ce que ça dupe vraiment d'avoir un grand discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la grande cause du quinquennat et un bilan aussi maigre 5 ans plus tard? Donc, si ça, c'est le féminisme washing, je pense que ça dessert la cause. Néanmoins, j'ai l'impression que les femmes qui s'affirment comme féministes le font avec beaucoup de sincérité. Pour rester dans le milieu politique, au-delà des violences sexistes et sexuelles, à quelle pression supplémentaire les femmes du monde politique sont-elles confrontées par rapport à leurs collègues? Les femmes politiques n'échappent pas à ce que vivent toutes les autres femmes dans d'autres univers et d'autres sphères professionnelles, c'est-à-dire la double journée, la difficulté à concilier à la fois la vie personnelle, et la vie domestique et la vie professionnelle. Et donc, elles sont confrontées aux mêmes difficultés que les autres. Et c'est d'autant plus difficile en politique que la politique a vraiment été un milieu construit par et pour les hommes historiquement. Et par exemple, beaucoup de réunions, que ce soit des réunions internes ou des réunions publiques, se tiennent le soir, se tiennent le week-end. Et énormément de femmes politiques se plaignent d'avoir des difficultés à s'engager parce qu'elles n'ont pas la même disponibilité que les hommes qui sont moins investis dans les tâches familiales. Donc voilà, elles souffrent de ça, des mêmes difficultés que les autres, mais qui parfois constituent un réel frein à l'engagement public. On va revenir du côté de Sciences Po Rennes et des formations sur les violences sexistes et sexuelles auxquelles nous, en tant qu'étudiants, nous avons été sensibilisés. Et donc, on se demandait pourquoi, selon vous, on observe aujourd'hui plus de sensibilisation à ce sujet dans les grandes écoles comme les IEP, Sciences Po, plutôt que dans d'autres formations. Alors, je me dis, mais sans être experte du sujet, mais j'ai l'intuition qu'il y a eu des endroits où il y a eu une demande pour plus de sensibilisation. Et le réseau Sciences Po est un lieu où ça s'est exprimé par le mouvement Sciences Po il y a un an, qui a mis en lumière le besoin d'avoir plus de sensibilisation sur ces questions-là. Après, je pense qu'il y a un effet, disons, une raison économique qui est évidente. Embaucher des professionnels pour venir intervenir, et ben ça coûte de l'argent et les grandes écoles sont forcément mieux dotées que d'autres structures et donc c'est un frein
évident peut-être à une plus grande sensibilisation ailleurs. Et peut-être que le troisième point, c'est qu'il y a une question d'image. Les grandes écoles sont réputées fournir les futures élites de la France et donc elles sont attachées à donner une image irréprochable des jeunes femmes et des jeunes hommes qui vont en sortir. Et donc à ce titre-là, elles sont peut-être davantage soucieuses de ne pas figurer dans des enquêtes d'investigation qui dévoileraient la difficulté et les violences auxquelles les étudiantes et certains étudiants aussi sont exposés. Comme on l'a vu dernièrement, ces dernières années, la parole se libère et donc de plus en plus d'hommes sont accusés d'agressions sexuelles, et notamment dans le milieu politique. Malheureusement, on dénombre beaucoup d'affaires qui n'arrivent pas jusque devant les tribunaux par faute de preuves ou à cause de la prescription. Donc pensez-vous que la prescription pose un problème dans ces cas de plainte pour viol ou d'agression sexuelle ? Je pense que la prescription est un élément utile dans la façon dont fonctionne le droit pénal français. Néanmoins, il y a certes des affaires qui sont prescrites, mais il y a aussi beaucoup d'affaires qui ne sont pas encore prescrites. Et parmi les affaires non prescrites, il y a aussi un phénomène qui consiste à en classer beaucoup et à faire des enquêtes qui parfois sont vécues assez difficilement par les victimes, puisqu'elles considèrent que les enquêtes n'ont pas été assez étoffées. Je parle des enquêtes préliminaires. Et donc, en fait, même beaucoup de plaintes non prescrites n'arrivent jamais à l'étape du procès. Et après, il y a un argument qui consiste à dire que si on annulait la prescription, on donnerait une sorte de faux espoir aux victimes, parce que force est de constater que les preuves, 30, 40 ans, 50 ans après, sont plus difficiles à rassembler, peut-être davantage de moyens mis sur l'écoute, sur les enquêtes, et que davantage puissent déboucher sur des procès. Aujourd'hui, 80% des personnes ayant porté plainte sont déçues de leur parcours judiciaire. Il y a beaucoup à faire pour améliorer ce chiffre. D'accord, merci. Donc justement, dans ces affaires, ces hommes sont prononcés coupables publiquement, sans être passés devant le tribunal pour ne pas remettre en cause le témoignage des victimes. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est légitime à incriminer avant l'action en justice, voire même parfois à remplacer la justice ? Moi, je ne crois pas vraiment à la fable du tribunal médiatique qui est souvent ressorti comme argument d'ailleurs des personnes mises en cause ou de leurs avocats. Quand on parle de l'opinion publique, en fait, sur quoi se base l'opinion publique? Est-ce que c'est sur un message posté anonymement sur les réseaux sociaux, auquel cas, oui, il y a un problème? Est-ce que c'est un commentateur qui va donner une opinion sur quelque chose où il a très peu d'éléments? Ok, il y a un problème, mais quand on parle d'enquêtes journalistiques extrêmement fouillées, extrêmement fournies, je pense par exemple aux 4 ans d'investigation d'envoyé spécial sur l'affaire Hulot, je pense au travail titanesque qui a été fait par Mediapart et France Inter sur l'affaire Beaupin, je pense que ces enquêtes-là, les remettre en cause, les mettre en doute, même les mises en cause sont déboutées, ou alors sont, quelque part ne vont même pas jusqu'à la plainte pour certains, tellement ces enquêtes-là sont solides et sont tenaces. Après, qu'est-ce qu'elles disent, ces enquêtes? Elles établissent, elles portent à la connaissance de l'intérêt du public des faits. Ça ne veut pas dire qu'elles établissent une condamnation. En aucun cas, un journal n'est là pour remplacer un tribunal, mais je ne peux que saluer les médias d'investigation, qu'ils soient indépendants ou du service public, de faire ce travail précieux, de porter à la connaissance du public des faits qui sont d'intérêt général. Merci beaucoup, Fiona Texer, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci à vous.